Bonjour à toutes et à tous, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM, bienvenue à ce numéro de votre émission, l'entretien du dimanche. Aujourd'hui, on parlera de coaching. Ce terme peut être galvaudé, peut être bien utilisé ça et là, mais très actuel. Actuel au point où notre invité d'aujourd'hui y a consacré une thèse, le coaching, l'incontournable école de vie. Notre invité est professeur émérite en coaching intégral, multiple président, je le dis comme ça, parce qu'il est président mondial des ambassadeurs du développement, président de l'Ordre des coachs en développement intégral, président directeur général de l'ATQMSA. Il est auteur de plusieurs thèses et livres. Notre invité s'appelle coach Patrick Armand Pognon. Bonjour coach. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Tout le plaisir pour moi. Alors avec vous, on parlera également de la Convention sur la santé et la réussite de vie que vous organisez prochainement, donc le 25 mars prochain à Cotonou. Mais avant tout ça, coach Pognon, pourquoi est-ce que vous avez pensé qu'il était utile d'écrire une thèse sur le coaching? Parce que le coaching, très utile, très utile, aujourd'hui incontournable, n'a pas été compris. Chacun tire dans tous les sens. On entend chacun dire qu'il est coach en parlant tantôt de spiritualité, tantôt d'autres choses. Il était important qu'en fait, un document scientifique vienne pour établir ce qu'est le coaching et ce que le coaching n'est pas. Voilà pourquoi il était nécessaire d'écrire une thèse. Et au-delà de la thèse, nous avons sorti un film sur le coaching qui retrace l'histoire du coaching pour faire en sorte que de plus en plus, les uns les autres puissent comprendre ce qu'est le coaching et ce que le coaching n'est pas. C'est vrai qu'abondamment, on entend parler de coaching, ça et là. Il y a tellement de coachs un peu partout. Mais est-ce que vous avez l'impression que votre thèse a pu régler le problème de confusion au sujet de ce qu'est réellement le coaching? Non, en fait, l'intention n'était pas de régler, mais de créer les bases pour régler. À partir de cette thèse maintenant, beaucoup de coachs ont compris que ce qu'ils font est soit du coaching ou n'est pas. Donc, le but est d'abord de poser les bases scientifiques et ensuite, grâce à des émissions du genre, on va faire en sorte maintenant qu'on puisse aider les uns les autres à comprendre sur la base de référentiel. Parce que sans le référentiel, il n'était pas évident qu'on puisse parler de vouloir mettre de l'ordre. Mais vous êtes sûr qu'ils ont pu lire votre thèse au point même de faire aujourd'hui la différence? Oui, beaucoup ont lu. J'ai suivi par exemple sur une émission de télé. Oui. Le journaliste était coach. Donc le monsieur lui a dit qu'il est coach et il lui a demandé former où. Et il dit, j'ai lu la thèse du coach Pognon. Et le monsieur de lui répondre, lis la thèse ne fait pas de vous un coach. Il a donc avoué en direct qu'il n'était pas coach. Donc c'est clair, il y a une base, un référentiel. Sur la base de ça, maintenant, on peut mettre de l'ordre. Alors lorsqu'on lit votre thèse, coach Pognon, déjà dans l'introduction, nous avons deux points de vue qui sont totalement tranchés. Un premier point de vue qui est une dame qui démontre que le coaching est très bon, et un autre qui est un chercheur qui démontre que le coaching est dangereux. Ça, il faut le dire, coach. Alors, pourquoi avoir restitué ces deux points de vue dans votre introduction? Vous savez, c'est pour montrer dès le départ le caractère scientifique de ce que nous faisons. Il est important que dans une thèse qui se veut scientifique, on puisse avoir deux points de vue contraires. Et donc, un point de vue sera pris comme hypothèse nulle, hypothèse donc à anéantir, et un point de vue doit être une hypothèse qu'on cherche à démontrer. On peut, à la fin, se rendre compte que cette hypothèse n'est pas vraie. Mais c'était important, dès le départ, de montrer que nous n'avons pas pour prétention de cacher les points de vue contraires aux nôtres. Nous devons aller à ces écoles-là, apprendre ce qu'ils veulent dire et voir peut-être s'ils ont raison. C'est pourquoi la thèse a été une étude profonde pour voir est-ce que celui qui a trouvé ça bon a raison ou celui qui a trouvé ça dangereux a raison. Donc c'est une affaire de thèse, antithèse, c'est un peu comme une démarche scientifique. Et après vous avez pu faire une synthèse, c'est ça la thèse? Oui, c'est ça. On a pu faire une synthèse qui permet à ce monsieur qui a fait des études scientifiques pour démontrer que c'est dangereux, aujourd'hui de reconnaître que grâce à cette thèse, il remet en cause ce qu'il avait dit parce qu'il n'avait pas cette lecture des choses. D'accord. Alors nous allons y aller maintenant pas à pas, coach. Nous allons voir d'abord qui est-ce qui a raison entre les deux. C'est quoi le coaching finalement? Parce qu'on n'a pas commencé par là, mais on y arrive. C'est quoi le coaching en réalité? Au fait, j'ai dit un jour que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans ma vie deux types de journalistes. Des journalistes qui, parce qu'ils ont eu des problèmes dans leur pays, sont allés à l'extérieur, ont été recrutés par des chaînes internationales et on les dit très compétents.
Alors que quand ils étaient au pays, on ne leur donnait pas la même valeur. Et je me posais la question de savoir qu'est-ce qui peut expliquer ça. L'environnement coaching qu'ils ont retrouvé là-bas. L'environnement là-bas, je vous donne un exemple très simple. Allez-y. Vous prenez une émission sur RFI, il y a plein d'assistants qui préparent l'émission pour le journaliste. Oui. Vous voyez, en Afrique, c'est pas évident. Vous prenez un entraîneur béninois, on vous dira que parce qu'il est entraîneur local, il n'est pas compétent. Mais à quel entraîneur béninois on met en place tout le dispositif nécessaire, c'est-à-dire des adjoints expatriés, des préparateurs physiques expatriés et tout. Donc bref, il faut que le coaching vienne là pour aider et journalistes, et médecins, et encadreurs, et footballeurs, et athlètes, et ceci, à se rendre compte que lui-même il peut. À se rendre compte que les autres qu'on appelle meilleurs joueurs ont simplement des gens qui les appellent meilleurs joueurs. Ils ne sont pas plus forts que vous. Donc bref, le coaching est une façon d'amener la personne à regarder du bon côté pour voir ce que personne ne veut voir. Je vais vous donner des exemples banals et simples. Un jeune homme va voir son professeur. Monsieur, mes camarades me disent que je ne vaux rien. Et je voudrais que vous m'aidiez à valoir quelque chose. Le professeur de lui dit, moi j'ai un problème. Si tu m'aides à régler mon problème, je vais t'aider à régler ton problème. J'ai une bague à vendre, fais tout pour trouver quelqu'un pour acheter ça à 1 million et tu m'amènes l'argent et je vais t'aider. Il fait la journée, il ne trouve personne. Il revient voir le professeur pour dire, je n'ai trouvé personne, c'est la preuve que je ne vaux rien. Le professeur dit, avant tout débat, va vérifier le prix de la bague chez un bijoutier. Et cette fois-ci, on ne le vend pas. Il va là-bas, le bijoutier lui dit, je suis prêt à acheter la bague aujourd'hui avec 4 millions. Et si tu attends une semaine, j'achète à 54 millions. Il revient voir le professeur. La bague pour laquelle je n'ai trouvé personne pour acheter à 1 million, quelqu'un d'autre est prêt à acheter ça à 24 millions et plus tard à 54 millions. Et le professeur de lui dit, ceux qui disent que tu ne vaux rien ne sont pas des experts de toi. La preuve, ceux qui sont au marché, qui ne sont pas des experts de bague, on dit ça ne vaut pas 1 million. L'expert de bague dit ça vaut 24 et 54 millions. Moi, en tant qu'expert de toi, je te dis, tu vaux beaucoup plus que ceux qui parlent. C'est ça le coaching. Il nous amène à prendre conscience qu'en fait, on tourne en rond alors que nous sommes grands quelqu'un. Il amène l'esclave à se rendre compte qu'il est un roi. Il amène le pauvre à se rendre compte que c'est parce qu'il ne regarde pas du bon côté. Bref, le coaching, c'est la solution qui nous permet de faire vivre Dieu en nous. Alors, cette définition est-elle scientifique ou empirique? Est-ce que c'est contenu dans votre thèse? On peut le retrouver facilement ou pas? Oui, on peut retrouver cette définition et surtout, nous sommes allés dans la thèse aux origines du coaching. Où est-ce que ça a commencé? C'est passé où après? Et ensuite, c'est passé où? Et on a expliqué comment ça s'est manifesté à chaque époque de l'année, à chaque époque du monde, à chaque époque, pour que les uns et les autres puissent comprendre ce qu'est le coaching de toujours à aujourd'hui. Alors, coach Pognon, vous devez là maintenant nous donner quelques situations dans lesquelles on a vraiment besoin de coaching. Parce que certainement des gens en ont besoin, mais ils ne savent pas exactement comment. On dit Exactement. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Vous prenez par exemple Barack Obama. Sans coaching, il n'aurait jamais été élu président des États-Unis d'Amérique. Bien sûr. Je vous raconte les faits. Barack Obama a un coach appelé David Axelrod. Il a 20 conseillers en dehors de David Axelrod qui était son coach. Hillary Clinton venait de sortir tous les dossiers sales sur Obama. Les conseillers à l'unanimité demandent à Obama de sortir aussi tous les dossiers sales sur Hillary. Il demande à son coach, on fait quoi? Le coach se retourne vers les conseillers. Pouvons-nous gagner les élections présidentielles si nous ne gagnons pas la Floride? Ils ont dit non. Pouvons-nous gagner la Floride sans les Clinton? Ils ont dit non. Est-ce que les Clinton accepteraient de nous aider si nous sortons les dossiers sales sur eux? Ils ont dit non. Est-ce que ça vaut la peine de gagner les primaires si nous ne gagnons pas les présidentielles? Ils ont dit non. Est-ce que nous devons sortir les dossiers sales sur les Clinton? Ils ont dit non. Il dit, Monsieur le Président, nous ne devons pas sortir les dossiers sales sur les Clinton, c'est vos conseillers qui le disent. Il n'a pas sorti les dossiers sales. Il a pu avoir le soutien de Clinton pour gagner les élections présidentielles. C'est ça, le coaching. Il est important que nous comprenons qu'il n'y a pas de carrière politique sans coaching. Il n'y en a pas hier, il n'y en a pas aujourd'hui, il n'y en a pas demain. Vous voulez dire que nos acteurs politiques au Bénin ici ou en Afrique ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas de coach? Parce qu'ils n'ont pas de coach. Ceux qui l'ont au moins un tout petit peu réalisent le miracle, réalisent l'impensable, réalisent l'imaginable. Il y a plein de chefs d'État, d'hommes d'État en Afrique qui utilisent puissamment le coaching, tantôt africain, tantôt américain et autres. Mais sans coaching, il est impossible. C'est pourquoi vous allez voir que des gens populaires sont surpris de ne pas gagner dans les urnes.
Demandez à Youssou N'Dour pourquoi un homme aussi populaire que lui n'a eu que 5%. Il n'avait pas de coach, c'est ça? Il n'a pas eu de coach parce que le coach l'aurait aidé à convertir popularité musicale en stratégie politique. Demandez au président du Libéria pourquoi il a gagné les élections, on ne lui a pas donné, et après, il a gagné maintenant. C'est parce qu'il a compris qu'il faut du coaching et il a fait appel à du coaching pour que ce qui était compliqué devienne facile. Je peux donner plus d'exemples. Le président béninois, par exemple, le président béninois n'a pas utilisé du coaching. Ah bon? Il a fait du coaching. Rappelez-vous. Quelle est la différence? Je suis compétiteur né. Je vais gagner cette élection est une phrase sortie tout droit de sa lecture. Des phrases fortes de Barack Obama, des phrases fortes des grands hommes d'État qui ont réussi dans la vie. Mais je suis convaincu que le président Patrice Talon, avec du coaching, ira beaucoup plus vite que ce qu'il est en train de faire. Une chose est d'utiliser le coaching. Je vous donne le cas de François Hollande pour ne pas m'éterniser sur le bénet. François Hollande a lu le coaching. Il s'est enfermé 21 jours dans sa chambre. Il a programmé son cerveau pendant 21 jours. Il est devenu président. Mais la question, pourquoi il n'a pas de deuxième mandat? Parce qu'on peut improviser le coaching comme le bon dame. Le bon dame, quand ils commencent le business, ils n'ont pas besoin de comptabilité. Mais quand ça devient sérieux, il faut la comptabilité. Il est plus facile de gagner les élections sans le coaching que de garder le pouvoir sans le coaching. Alors dites-nous, coach, à mon opinion, quelle est la différence entre gagner les élections et gagner le pouvoir? Au fait, vous savez, je prends l'exemple de Barack Obama encore. Lorsque Barack Obama a gagné les élections, il a demandé à David Assirol d'être son coach à la Maison-Blanche. Et David Assirol lui a dit, je sais aider quelqu'un à gagner les élections, mais je ne sais pas aider quelqu'un à gérer le pouvoir. Vous allez constater que Barack Obama est très fort chaque fois qu'il faut gagner les élections. Mais quand il gagne les élections, la gouvernance devient difficile. Parce qu'il y a une belle différence. Gagner les élections, c'est un coaching de combat. C'est un coaching pour gagner. Mais gérer les hommes, ça demande maintenant le coaching dans une dimension intégrale. Le leadership, la stratégie, la gestion des hommes, la gestion des relations et tout. Donc, vous comprenez, c'est pas évident. Beaucoup de personnes confondent le coaching avec parler. Mais non, il y a des situations réelles où vous devez faire sortir maintenant tout le contenu du coaching pour pouvoir vous en sortir. Donc, si on vous écoute, on peut faire l'un sans l'autre? Oui, on peut gagner facilement les élections et avoir du mal à gouverner. Oui, mais quelle est la solution finalement? La solution, c'est de faire appel à un coach. Et si le coach vous dit qu'il est limité, faites appel au coach approprié quand il s'agit d'une situation appropriée. Oui, mais est-ce que les coachs ont l'habilité de reconnaître leurs limites? Vous pouvez appeler un coach, il n'a pas envie de vous contrarier, il ne vous dit pas qu'il a des limites, il vous induit en erreur. Ça arrive. C'est pourquoi ce genre d'émission, pour que tout le monde soit éclairé et sache discerner le bon coaching du mauvais. D'accord. Alors, nous avons longuement utilisé le mot coaching depuis le début de cette émission, mais nous n'avons pas pris la peine de parler de l'origine du coaching. Quel est l'historique du coaching? Au fait, le coaching a existé dès que l'être humain a existé. Depuis le début? Dès que l'être humain a existé. Oui. Vous savez, vous lirez dans la Bible que Dieu parle à l'homme à travers son cœur. Comment je vais entendre Dieu? Comment je vais communiquer avec Dieu si personne ne m'amène à écouter le bon son? Bref, dès que l'homme a existé, Dieu avait besoin d'une relation avec l'homme. Il avait donc établi le coaching comme mode de communication entre Dieu et lui. Et donc, celui que nous appelons coach aujourd'hui vient simplement pour aider chacun à écouter son être intérieur, à rencontrer son être intérieur, à découvrir son être intérieur. Donc, depuis les origines. Mais nous avons vu les traces réelles organisées au niveau du coaching 25 000 ans avant Jésus-Christ, les Bushmen du Kalahari. Les Bushmen du Kalahari, c'est un peuple qui existe depuis 25 000 ans avant Jésus-Christ. Ils n'ont pas d'ONG là-bas, ils n'ont personne pour les aider. Ils habitent dans la brousse et ils se suffisent. Ils sont heureux, épanouis, ils sont tout ce qu'il leur faut jusqu'à aujourd'hui. Ils ne cherchent pas à tendre la main à qui que ce soit. Ils n'ont pas l'école de Jules Ferry, ils n'ont rien de tout ça, mais c'est un peuple heureux. Et nous avons donc identifié dans leur mode de vie 10 éléments caractéristiques du coaching et donc du développement personnel. Et ça, c'est la première preuve de l'existence du coaching auprès des humains. Après, vous avez les années 70 aux États-Unis où le monde du sport a découvert le coaching. On a introduit ça dans l'athlétisme et autres. Tout le monde a commencé par gagner
Dans les années 90, les Européens ont introduit ça. Je vous raconte la petite histoire. Vous savez que l'Espagne, les Real de Madrid, Barcelone et autres gagnaient beaucoup de compétitions, mais l'État d'Espagne ne gagnait pas les Coupes du Monde, les Coupes d'Europe. Ils ont dû faire appel dans les années 90 à des coachs venus des États-Unis pour aider la nation à gagner. Quelques années plus tard, Coupe du Monde, Coupe d'Europe, Coupe du Monde, Coupe d'Europe. Quand les autres ont compris, ils ont fait appel aussi aux mêmes spécialistes. L'Espagne a du mal à gagner désormais. Bref, vous voyez donc la manifestation du coaching. Et c'est comme ça que dans les années 2004, j'ai découvert le coaching dit européen et que je l'ai enrichi par la suite avec les connaissances de nos ancêtres pour pouvoir sortir ce qu'on a appelé le coaching africain, aujourd'hui intégral, qui aborde beaucoup plus de dimensions et qui aurait permis à David Alcerod d'aider Barack Obama, quels que soient les domaines. Vous voulez dire que le coaching africain est différent du coaching européen? Différent de conception, mais aujourd'hui, nous avons formé des coachs aux États-Unis, en Europe et partout. Nous avons des antennes dans tous ces pays-là. Donc, on peut dire aujourd'hui que le coaching intégral est désormais mondial. Oui, vous les avez formés au coaching africain? Au coaching africain. D'accord, en complément de ce qu'ils avaient dans leur pays respectifs. Exact. Alors, vous parlez de coaching, c'est vrai. Mais on est quand même curieux de savoir ce qu'on retrouve concrètement dans le coaching. On retrouve dans le coaching des outils très simples. Je donne par exemple, vous allez voir, dans le coaching intégral, nous avons identifié 9 domaines du coaching. Le développement personnel, qui utilise les outils des Bushman du Kalahari. Vous avez le domaine santé. Vous avez le domaine de l'argent. Qui peut imaginer que c'est en dépensant qu'on gagne de l'argent? Ah oui? En dépensant. Donc ceux qui font des économies, ils font fausse route, c'est ça? Non, ça c'est l'économie qui enseigne ça et c'est pourquoi le monde a des problèmes. Vous ne pouvez pas devenir riche si vous n'apprenez pas à vous faire plaisir, donc à dépenser sur vous-même. Vous ne pouvez pas devenir riche si vous n'apprenez pas à donner, à être généreux. Donc c'est très important. Beaucoup de personnes sont prêtes pour investir, sont prêtes pour épargner, mais ne sont pas prêtes pour se donner à eux-mêmes et pour investir sur eux-mêmes, pour être généreux. Je vous donne mon propre exemple. Un jour, je me suis rendu compte que mon épouse à la maison préparait avec mini gazoris. Elle n'avait pas de cuisinière. Je me suis rendu compte que la table à manger à la maison est faite de 4 tables en plastique, 4 chaises en plastique et une table en plastique de 17 000. Pendant ce temps, nous pouvions faire le tour du monde et distribuer de l'argent. Il est impossible de devenir riche comme ça. J'ai donc commencé par corriger ça. Faire en sorte qu'à la maison, mon épouse soit heureuse, mes enfants soient heureux, mes collaborateurs soient heureux. À partir de cet instant, je peux connaître la fortune et la richesse. Donc c'est très important. C'est des bases qu'on ne peut pas ne pas suivre, ne pas appliquer et espérer gagner de l'argent. Vous allez voir autour de moi, on sourit. Les chauffeurs, les collaborateurs. Quand je mange à table avec mon chauffeur, avec mes agents de sécurité, mes agents d'entretien. Tout le monde est à la même table que moi et nous mangeons la même chose. C'est comme ça qu'on devient riche. Ce sont des outils qu'on a trouvés dans les origines de nos parents, dans les comportements de nos parents. Je vais vous donner des exemples très simples. Mais avant de donner votre exemple. Nelson Mandela dit par exemple, il dit, les invisibles, les personnes autour de vous, qu'on vous a dit que vous ne devez pas considérer. C'est en les considérant que vous allez réussir votre vie. Ce monsieur connaissait la marque de cigarettes de ses gars de corps. Ce monsieur a arrêté une audience pour présenter sa bonne à l'homme d'État qui est venu en audience. Il dit, voilà une dame qui veille sur moi. Combien sommes-nous à pouvoir le faire? Tant qu'on ne l'a pas fait, on n'a pas compris la vie. Oui, mais est-ce que c'est pas une affaire de contexte, coach Pognon? Ici, peut-être vous l'aurez fait dans l'environnement qui est le nôtre, que on vous aurait considéré autrement. Il y a ça aussi, il y a le contexte, il y a l'influence externe qui nous amène à adopter des pratiques contraires à ce que vous dites là. Il y a une merveilleuse dame du Bénin qui changeait de bonne chaque mois. Son chauffeur n'a jamais lavé sa voiture par volonté. Mais cette dame, parce qu'elle a suivi un séminaire là-dessus, elle est rentrée dans la voiture, elle a demandé à son chauffeur comment tu vas. Et les enfants, et madame. Il est arrivé à la maison, il a donné 2000 francs à son chauffeur. Le dimanche, le chauffeur est venu laver la voiture. Il a fait la même chose avec sa bonne. Il dit c'est comme si Dieu est rentré dans sa maison. Il dit tous les problèmes qu'il avait de santé, de problèmes avec son mari, ont commencé par disparaître parce qu'il a commencé par respecter les créatures de Dieu qui sont à côté d'elle. C'est béninois, c'est des hommes que je donne. Je connais des hommes politiques d'ici, de ce pays, qui n'ont jamais salué leur gars de corps.
Comment voulez-vous qu'un monsieur prenne le risque de mourir à votre place si vous n'avez même pas de considération pour lui, pour serrer sa main? Voilà pourquoi, à la première occasion, il va aller au sol et laisser le patron recevoir maintenant les conséquences de son mépris, de son manque de respect. Une personne qui prépare à manger pour moi, je le laisse pauvre. Résultat, quelqu'un lui donne de l'argent pour me mettre quelque chose dans le repas. Je suis en danger parce que je l'ai méprisé. Il trouve une occasion de prendre sa revanche. Il est important que nous comprenions la vie. Et c'est à ça que c'est le coaching. Pas à la spiritualité, pas à des choses compliquées. Non, c'est très simple. Apprendre à vivre pour tout réussir. Oui, mais quand vous parlez comme ça, les gens qui ont des projets, les gens qui épargnent de l'argent, les gens qui mettent de l'argent de côté pour réaliser leur vie, s'ils se permettent de donner, mais finalement, ils n'atteindront pas leurs objectifs. Mais bien au contraire, bien au contraire. Je vous donne l'exemple d'une dame. Il y a 1 an et demi de cela, une dame m'appelle pour dire qu'elle reçoit de me donner entièrement son salaire du mois. J'ai du mal à prendre ce genre d'argent. Entièrement. Parce que je veux savoir d'abord à quoi ça m'engage. Ouais. Donc je lui dis, quel est le problème? Elle dit, je suis personnel de santé et je suis fatigué de contribuer à la mort. Je veux que Dieu me sorte de là et me donne de faire la santé sans que ce soit moi-même qui force. J'ai pris l'argent et je vous assure, même moi-même, coup de poillon, je ne savais pas comment je peux l'aider à atteindre cet objectif. Quelques mois après, elle devait payer quelque chose, elle n'a pas l'argent. J'ai repris l'argent, j'ai payé la chose pour elle, toujours parce que je ne voulais pas qu'on fasse l'argent comme ça. 1 an après, un monsieur, une personnalité de haut rang, vient me voir avec un problème de santé. Je lui dis de partir, je prends mon téléphone, j'appelle la dame. Elle me donne le diagnostic et la solution. J'ai dit merci. Je discute avec le monsieur dit d'accord. J'ai dit avant de vous donner ce qu'elle a proposé, je veux consommer moi-même pour voir. Je consomme excellent. Aujourd'hui, près de 200 de mes collaborateurs consomment ce qu'elle nous proposait. Résultat, elle a la possibilité de quitter ce qu'elle faisait pour être là. Et je vous dis, de ce moment de décembre passé, où ce monsieur est venu me voir, à aujourd'hui, elle a déjà gagné au moins 20 fois le montant qu'elle m'avait donné. Donner est le chemin pour avoir. Si on n'a pas compris ça, on va avoir de l'argent aujourd'hui et rien demain. Il est important d'apprendre à donner pour avoir. Alors, quand on vous écoute, on a l'impression que personne ne peut et ne doit échapper au coaching. Oui, personne. Aujourd'hui, vous voyez, quand quelqu'un est chef d'État après 10 ans, 15 ans, et après, il se retrouve en difficulté, c'est normal? Non. Quand quelqu'un vit, et après 50 ans, 60 ans, 70 ans, il est tordu de côté, santé précaire, c'est pas normal. Lorsque quelqu'un a un boulot, paie le boulot, c'est pas normal. Lorsque un enfant va à l'école, ne réussit pas, c'est pas normal. Lorsque le Bénin paie les matchs à succession, ne gagne rien, c'est pas normal. Donc tout ça, c'est pas normal. Et pour éviter tout ça, il faut le coaching. Maintenant, tout de suite, dans ces domaines-là, dans l'éducation, le coaching, dans la santé, le coaching, dans tous les domaines, nous devons bonheur conjugal, n'en parlons même pas. Aujourd'hui, la plupart de mes collaborateurs commencent par découvrir ce qu'on peut appeler bonheur conjugal, que beaucoup de ceux qui nous écoutent pensent que c'est même pas possible d'avoir le bonheur conjugal. Tout ça là est facile. Relation parent-enfant, c'est des choses documentées. On trouve ces outils là dans nos coachings. Une éducation, un enseignement, des outils qui permettent à quiconque suit le même chemin d'aboutir au même résultat. Oui, mais avant autant de coach, vous seul, vous ne pouvez pas faire tout ça, coach. Oui. Personnellement, j'en ai formé au moins 6200. Des coachs? 6200 coachs. Et ils sont où? Un peu partout dans le monde. Au Bénin, il y a au moins 2000 coachs formés. Chaque fois, vous savez, aujourd'hui, vous venez au siège à Cotonou tous les jeudis. Vous avez près de 300 coachs qui se réunissent tous les jeudis. Et l'entrée est libre et gratuite pour coacher eux-mêmes et coacher ceux qui viennent. Vous allez à Porto Novo, tous les mercredis, c'est pareil. Vous allez à Lokossa, c'est pareil. À Boyko, c'est pareil. À Ouida, c'est pareil. À Calavi, c'est pareil. À Parakou, c'est pareil. Et dans le monde entier, vous avez dans chaque capitale du monde des coachs que j'ai formés qui se retrouvent une fois par semaine et qui coachent le public gratuitement. En attendant que ceux qui veulent aller plus loin les contactent pour pouvoir exercer. Donc, en fait, le coaching, c'est un métier. C'est un métier. C'est un métier en bonne et due forme. C'est pourquoi l'ordre des coachs en développement intégral qui regroupe ceux qui veulent faire de ça une profession. Et on les aide à professionnaliser ça. Et on peut vivre du coaching? Oui, je ne vis que du coaching. Et que du coaching? Je ne vis que du coaching. Vous êtes riche? Oui, évidemment. Vous êtes riche? Évidemment. Vous avez de l'argent? Évidemment.
Bon, comme je ne suis pas résident au Bénin, je peux dire clairement que je suis riche sans que le service des impôts ne m'appelle. D'accord. Alors, coach, voyons si le coaching est si utile, comme vous le dites. Alors, si c'est aussi incontournable. Dans votre livre, dans votre introduction, pourquoi est-ce que le deuxième auteur est si convaincu d'un caractère dangereux du coaching? Simplement parce qu'il a eu l'occasion d'accéder à des personnes qui se disent coach, qui n'ont pas fait la formation, qui ne connaissent pas le job et qui ont fait des choses dangereuses. J'ai rencontré une personnalité de ce pays qui m'a dit qu'il est allé aux États-Unis pour du coaching et que la science a failli le rendre fou et il a dû fuir. Et je lui ai dit, ce que tu as fait n'est pas du coaching. Je lui ai démontré. Et donc, c'est important que nous puissions... Et ce monsieur, c'est un professeur d'université. Objectivement, il a pris les données qu'il a et sur la base des données qu'il a, il a conclu que c'est dangereux. Mais avec la thèse, nous avons démontré que ce qui est dangereux, c'est comme un médecin qui n'a pas appris la médecine et qui exerce la médecine. Okay. Il est dangereux. Donc, le coach qui n'a pas été formé, qui exerce le job, est dangereux. Et comment est-ce qu'il faut faire pour détecter ce genre de coach? C'est pourquoi c'est le genre d'émissions qui permettent à ceux qui nous écoutent de constater déjà une différence entre ce qu'on leur propose et ce que nous faisons. J'ai l'habitude de dire, quand une personne se met à dénigrer les autres, à insulter les autres, à adverser les autres, apparemment, il a aussi des problèmes à résoudre. Et celui qui a des problèmes à résoudre et qui n'a pas d'outils, le problème de mon coach. Donc, il est important de comprendre les autres avant de vouloir se faire comprendre. Et donc, si vous recevez des coachs, écoutez leur langage, écoutez leur cheminement mental, écoutez leur gestuelle et vous saurez s'ils sont capables de vous aider à atteindre votre objectif. Oui, on a plein de coachs aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui tiennent des discours. Les jeunes se laissent embobiner sans vraiment se poser des questions sur leur parcours. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes qui vous écoutent en ce moment? Est-ce que les jeunes, en fait, se laissent embobiner? Les jeunes veulent ça. Ils veulent être embobinés. Ah ouais? J'ai été à l'université d'Abomey-Calavi avec, paix à son âme, Emmanuel Guiribi. Vous savez, quand moi, on me dit qu'Emmanuel Guiribi veut parler, je m'assois, j'écoute. Mais que Emmanuel Guiribi soit à l'université d'Abomey-Calavi, que Patrick Amand-Poyon soit à l'université d'Abomey-Calavi, et que les étudiants soient dehors et non à l'intérieur de l'amphi, en train d'écouter, pour comprendre que la jeunesse ne veut pas en réalité des modèles qui donnent la réussite. Ils veulent plutôt apprendre à s'habiller mal, ils veulent plutôt apprendre à parler mal, à traiter leur grand-père de tous les noms parce qu'ils ne sont pas d'accord avec leur point de vue. Et donc, il est important que déjà, nous éduquons les gens à avoir envie. Lorsqu'ils auront envie, ils retrouveront des coachs formés et compétents qui pourront les aider à réussir. Alors, vous voulez dire que la confusion est entretenue aujourd'hui par ceux qui se font appeler coach alors qu'ils n'ont pas du tout été formés, ils ne se sont pas formés au métier, c'est ça? Je dirais oui, mais je vais relativiser. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas qu'en réalité, quelque chose d'autre s'appelle coaching. Ils ne savent pas qu'ils sont dans l'erreur. Il faut donc ces genres d'émissions pour les amener à comprendre. Le livre sur le coaching est disponible sur le net gratuitement. Ils peuvent lire et comprendront ce qu'il leur reste à faire pour atteindre l'objectif qu'ils veulent et qui est de aider les autres, assister les autres. Parce que le métier de coach, lorsque vous l'avez appris, le job est tellement petit. Il y a une forte demande. J'ai l'habitude de dire à mes collaborateurs, est-ce qu'ils savent que si je prends le coaching d'une seule équipe de football, je risque de ne plus être disponible pour eux? Lorsque je prends le coaching d'un chef d'État, 100%, je risque de ne plus être disponible pour eux. Donc, vous comprenez, le job demande de former des milliers de personnes au travers du monde et c'est ce que nous faisons. Alors finalement, on comprend, coach Armand Patrick Pognon, que vous êtes formateur de coach. Alors, pour accéder à la formation de coach, quel profil on doit avoir? D'abord, envie. C'est ça le seul élément essentiel. J'ai formé des professeurs d'université comme coach, ils ont eu du mal à comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas envie? Non, il faut désapprendre pour apprendre. Ils pensaient connaître déjà. Vous savez, j'ai sorti un livre, un extrait est dans la thèse sur le grand voyage vers Dieu en soi, autrement dit le grand voyage vers soi-même. Et dans ce livre, j'ai dit la première condition pour faire ce voyage, c'est d'arrêter la certitude. Et vous savez que les intellectuels ont tendance à jouer je connais déjà. Surtout les universitaires. Surtout les universitaires. Ce qui fait que vous allez voir que les plus riches du pays, comme de tous les pays du monde, ne sont pas des universitaires parce que eux, ils savent qu'ils ne connaissent pas et ils apprennent. Donc, il est important que la personne ait envie de savoir. Pour le moment, je ne fais pas de formation en langue nationale. Ça veut dire que la personne doit comprendre français et pouvoir lire français, c'est tout. Quel que soit le niveau. J'ai formé des coachs qui ont fait niveau 4e. Et vous imaginez, dans des grandes universités dans le monde,
on les invite pour coacher les étudiants au début de l'année. Et pas à but de la garde, tout le monde les appelle professeurs. C'est pour dire qu'en réalité, pour être coach, il faut avoir une forte envie d'apprendre, de découvrir, de savoir. Et à partir de cet instant, le savoir est disponible et nous pouvons mettre à disposition. Au bout de combien de temps peut-on devenir coach certifié? La formation actuelle en ligne dure environ 1 mois. En classe Telegram, où tous les jours, nous allons faire des cours. La personne va étudier. Il a 24 heures pour réagir, pour poser des questions. Et au bout d'1 mois, il est censé avoir le premier degré de formation pour devenir coach. Et avec ce premier degré, on peut déjà commencer par coacher les gens? Oui, puisque c'est en le faisant qu'on devient forgeron. Donc c'est juste en 1 mois? En 1 mois. En 1 mois. J'ai été en consultation ophtalmologique chez un médecin. Je l'ai réveillé et je lui ai dit que je veux faire peu de temps est parti. Il s'est donc réveillé pour me recevoir. Et il m'a dit que jamais il ne s'est réveillé à cette heure-là pour recevoir quelqu'un depuis qu'il est top médecin. À la fin, je lui demande combien ça fait. Il me dit 4 000. C'était au Burkina. Je lui ai dit, il faut changer de métier. Il dit, quel métier fait à mon âge? Je dis, coach. Aucun coach ne prend sollicité à 4 000 francs. Donc, il faut, bref, la formation dure maximum 1 mois. Et la personne qui suit correctement et qui applique ce qu'on dit est capable d'être un coach convenable, un coach compétent. Un coach peut être sollicité à combien? Normalement, un entretien de coaching digne de nom, c'est 250 000. Un entretien d'une heure. Un entretien d'une heure. 250 000. J'en ai fait de beaucoup plus. Mais si vous voulez être gentil, vous pouvez faire des entretiens à 25 000, à 30 000, à 50 000. Vous pouvez le faire. Cela dépend de la considération que vous donnez à vous-même, du prestige que vous donnez à vous-même. J'ai formé un monsieur à Bamako qui était DG d'une société d'État. Comme ses amis l'ont vu à la télé et donc ont appris qu'il est coach, ils l'ont sollicité pour un coaching qui a duré 45 minutes. Il a été payé 2 500 000. En fait, le prix qu'on te paie dépend du prestige que tu as. Donc, on ne peut pas payer coach Pouillon au même moment, au même montant qu'on peut payer un autre coach. Donc, il y a des petits coachs, en fait. Non, ça dépend de la considération que tu donnes à toi. Mais je te donne un exemple. J'ai toujours dit à mes collaborateurs, si vous allez négocier un entretien de coaching et que vous n'avez pas 1000 francs en poche, ne demandez pas à quelqu'un de vous payer 100 millions. Si vous donne ça, vous allez faire passer par où? Mais si par contre, vous avez la possibilité de faire circuler 100 millions, vous pouvez demander 100 millions. Donc, il faut tenir compte de votre état de conscience du moment pour facturer. Vous savez, j'ai envoyé un collaborateur que vous connaissez très bien, mais dont je tais le nom, rencontrer un chef d'État pour discuter un contrat. Lui-même, les frais de mission que je lui ai donnés, il a remboursé des dettes avant de partir. Résultat, le jour là devant, le collaborateur du chef d'État, il avait 1000 francs en poche. Et on lui demande combien la prestation, alors que moi, je lui ai dit de ne pas parler d'argent. Il dit 700 millions. Résultat, le contrat n'a pas été signé. Il est venu, je lui ai demandé, si on te donne 700 millions, tu fais passer par où? Bref, c'est pour dire que il ne s'agit pas de dire aux gens, c'est cher, fixé en l'air, tenez compte de l'estime que vous avez pour vous-même. En ce moment, fixé et vous pouvez défendre ce qui vous ressemble. D'accord. Alors, au début de cet entretien, coach Pognon, nous avons dit que vous êtes président de l'Ordre des coachs en développement intégral. Parlez-nous-en. Qu'est-ce que c'est l'Ordre des coachs en développement intégral? L'Ordre des coachs en développement intégral est une association régulièrement enregistrée au Bénin qui a pour vocation de réguler le métier de coaching. Vous savez, nous, comme nous l'avons dit, il faut mettre progressivement de l'ordre. Nous sommes en train de travailler avec l'Union africaine pour mettre en place une législation au plan africain sur l'exercice du métier de coach. Ce serait une grande première parce que nulle part au monde, il y a une législation. Donc bref, nous voulons faire en sorte qu'il y ait une organisation du métier, que les gens puissent savoir à qui s'adresser lorsqu'ils ont un besoin. Vous allez par exemple sur le site de l'Ordre des coachs, vous allez trouver le catalogue des coachs dans le domaine du développement personnel, le catalogue des coachs dans le domaine santé, le catalogue des coachs. Vous voyez par exemple, n'importe qui ne pas dire parce que je suis coach, je vais gérer la santé de quelqu'un. N'importe qui ne pas dire parce que je suis coach, je vais gérer la relation, je vais gérer l'exercice d'un métier de chef d'État. Vous voyez un peu. Donc, catalogue par catalogue, on a les coachs répertoriés qui ont appris le job, qui ont exercé le job, qui ont fait des stages et qui peuvent véritablement exercer dans ce domaine. Donc bref, l'ordre des coachs, c'est mettre de l'ordre pour qu'on sache à qui s'adresser lorsqu'on a besoin de coaching. Vous êtes aussi président mondial des ambassadeurs du développement. C'est quoi un ambassadeur du développement? Un ambassadeur du développement, c'est d'abord quelqu'un qui a accepté la vision de cette organisation des ambassadeurs du développement qui est
la paix en soi, la paix dans son foyer, la paix dans le monde. Lorsqu'on devient ambassadeur du développement, on évite les bagarres. On évite les bagarres dans son couple. Un collaborateur allait dire à son épouse qu'il est ambassadeur du développement. Quelques jours après, l'épouse lui demande, chérie, tu manges quoi ce soir? Comme il était fâché, il n'a pas répondu. Et l'épouse de lui répondre, après, il faut venir me dire ici que tu es ambassadeur du développement. Il a été obligé de dire, je veux manger du riz. L'ambassadeur du développement prône la paix. C'est pourquoi vous allez voir que dans tous les débats dans le monde, mon positionnement est toujours paix. Est-ce que ce que je dis prône la paix? Et c'est important. Ensuite, pour arriver à cultiver cette paix, l'ambassadeur du développement a pour mission la formation continue. Tous les matins, quand il se lève, il doit chercher quelles sont les dernières émissions, les derniers outils, le tonus matinal, quelles sont les dernières choses qu'il doit écouter pour apprendre en matière de réussite de vie. Donc, la formation continue. Ensuite, il y a les valeurs. Bref, un ambassadeur de développement, c'est quelqu'un qui vit le coaching au quotidien. Est-ce que vous n'embrassez pas trop? Qui trop embrasse mal les trains, coach? Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir avec toutes ces casquettes et tout ce profil, tout ce parcours? D'abord, j'ai éliminé beaucoup de choses dans ma vie. Exactement comme Stephen Covey l'a dit, j'ai choisi les priorités dans ma vie. Personnellement, je n'assiste pas aux enterrements. Vous n'assistez pas aux enterrements? Aux enterrements. Qu'est-ce que... Je m'occupe de la vie, d'autres s'occupent des enterrements. Nous avons une délégation de compétences, chacun s'occupe de son domaine. Moi, je m'occupe de faire en sorte que personne ne meure. Alors, si quelqu'un passe... Mais la mort fait partie de la vie, coach. La mort fait partie de la vie, mais j'ai pas pour habitude de voir mes collaborateurs mourir. J'ai pas pour habitude de voir les gens mourir. Et avec le coaching, j'ai acquis le droit de décider quand est-ce que je vais mourir, de décider quand est-ce que ceux qui sont autour de moi vont pouvoir le faire. C'est pourquoi quand je fais mes séminaires, je dis ceux qui veulent mourir n'ont qu'à sortir avant que les outils ne sortent parce qu'ils risquent de chercher la mort et ne pas trouver. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire le 25 au Palais des Congrès. On en parlera tout à l'heure. Apprendre à tout le monde comment terroriser la maladie, comment terroriser la mort. Personnellement, j'ai l'habitude de dire, je défie la maladie, je défie la mort, de me rencontrer sur son chemin. Je ne sais pas si un jour je déciderai le contraire, mais pour le moment, il est impossible que je puisse mourir, il est impossible que je puisse tomber malade. Le reste, on verra quand je changerai d'avis. Donc, bref, c'est pour dire qu'un ambassadeur de développement a donc cette aptitude à pouvoir aborder la vie. Et comme moi, j'occupe ces fonctions pour exercer ces fonctions, j'ai éliminé dans ma vie tout ce qui n'est pas prioritaire, tout ce qui n'est pas important. Je donne un exemple. Quand vous prenez les enterrements, j'ai l'habitude de dire, celui qui a éploré, est-ce qu'il a besoin qu'on vienne ajouter du chagrin à son chagrin? Est-ce qu'il a besoin du visage déprimé que les gens amènent pour dire qu'ils sont en train de le soutenir? Est-ce qu'il a besoin de tout ça? Non, il a besoin que je puisse l'assister. Il est passé dans la pièce d'à côté, il a laissé 3 enfants, il a laissé 4 enfants. Ce qui m'intéresse, c'est le devenir de ces enfants. C'est aider cette veuve à pouvoir faire face à ses enfants et non venir faire comme tout le monde, m'aligner aux enterrements, boire 7 billets et donner une enveloppe de 1000 francs. 7 billets, ça fait au moins 7000 francs. Et je donne une enveloppe de 1000 francs ou de 2000 et je dis que j'assiste quelqu'un. C'est dommage. Je vais vous citer 2 cas rapidement. Allez-y, ça nous intéresse. Le premier cas, c'est en Côte d'Ivoire. Oui. C'est le cas de monsieur dont le frère est souffrant à l'hôpital et on vient le voir pour dire qu'on a trouvé ce dont le monsieur souffre. Donc, avec 200 000, on peut soigner le monsieur. Et il me dit, j'ai laissé 5 millions pour l'enterrer. Tout le monde sait qu'un bon enterrement dans ce pays, c'est 5 millions. Si j'enlève 200 000 maintenant pour ses soins et il meurt, qui va me donner les 200 000 pour remplacer afin d'avoir les 5 millions pour l'enterrer? Il a refusé. Le monsieur a été sauvé et il lui a donné les 5 millions. Il dit, faites ce que vous voulez avec. C'était pour son enterrement. Ça fait rire, mais au Bénin ici, j'ai été DAF d'une polyclinique du Bénin. Ouais. Je soigne un monsieur, à la fin, la facture fait 600 000. On appelle sa famille, venez payer la facture pour que votre frère puisse sortir. On n'a pas d'argent. Le frère nous dit, attendez 2 jours et annoncez-leur que je suis mort. 2 jours après, on les appelle, votre frère est mort. Rapidement, ils ont cotisé 1 million pour les premières dépenses. Ils sont donc venus chercher le corps. J'ai exigé, ils ont payé ma facture. Après, j'ai dit, le monsieur, le corps se trouve dans telle chambre. Ils arrivent, ils voient le monsieur assis. Et ça, c'est un instant gêne. Ils disent au monsieur, mais il ne faut pas nous créer des problèmes. Tout le monde a déjà appris que tu es mort. Il faut mourir, on va t'enterrer. C'est réel, ça? C'est réel, au Bénin ici. C'est pour dire, et si nous nous mettons dans le contexte, qui on appelle parmi ceux qui nous écoutent pour dire, votre frère a besoin de soins,
et on envoie de l'argent. On envoie des excuses, des lamentations. Mais dès qu'il y a enterrement, on a les moyens pour pouvoir enterrer. J'ai l'habitude de dire, mes parents bénéficieront de mon argent suffisamment, de ma disponibilité suffisamment, de mon temps suffisamment lorsqu'ils sont vivants. Mais le jour de l'enterrement, je peux ne pas arriver parce que le plus important pour moi, c'est de les aimer pendant qu'ils sont là. Et vous allez tenir ce langage-là tout le temps, c'est ça? Même pour des personnes très proches de vous, votre descendance, votre famille, vous n'irez pas toujours aux enterrements? Au fait, toute ma famille reconnaît cette qualité pour moi. Ils l'acceptent. Surtout qu'il y a la partie A. Ils préfèrent que je leur fasse du bien pendant qu'ils sont vivants et que je ne me préoccupe pas de l'enterrement pendant qu'ils sont peut-être pas dans cette pièce. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'une convention que vous organisez très bientôt, notamment le 25 mars 2023. Dites-nous exactement tout sur cette convention. Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement le 25 mars? Le 25 mars 2023. Le 25 mars 2023, dans quelques jours, donc samedi, dans une semaine donc, nous serons au Palais des Congrès de Cotonou, dans la salle rouge, pour parler santé totale et réussite de vie. Je voudrais rassurer ceux qui m'écoutent. Le jour-là, vous aurez parmi mes collaborateurs des médecins orthopédistes, des médecins rhumatologues, des médecins gynécologues, des médecins cardiologues. Je veux vous dire que le coaching n'est pas du charlatanisme pour venir dénigrer les autres et dire qu'on connaît. Non, c'est la synthèse de ce que les différentes sciences apportent, mais qui a été éprouvé, analysé méthodiquement pour trouver des secrets qui n'ont pas été détectés et qui n'ont pas été dits. Alors écoutez bien, nous allons apprendre dans cette convention comment vivre longtemps, en bonne santé, riche et heureux. Nous allons apprendre dans cette convention comment boire de l'eau. Vous savez, est-ce que vous savez que vos maux de tête, vos maux de ceci, vos fibromes, vos ceci, pour la plupart sont dus au fait que vous ne savez pas boire de l'eau. Je dis bien savoir boire de l'eau. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs donner une petite idée sur ce plateau de comment il faut savoir boire de l'eau? Ah oui, ça va pas du temps. Non, juste un bout. Et puis vous allez continuer le reste à la convention. Les amis, est-ce que vous savez que vos organes sont comme des oiseaux, comment on appelle, des poissons? Ils vivent dans l'eau. Imaginez que vous sortez le poisson de l'eau et vous le mettez dans un bol. Il ne peut pas vivre. De la même manière, votre organisme est rempli d'eau. Tous vos organes vivent dans l'eau. 20% de votre capacité en eau qui n'est plus là, c'est la mort immédiate. 20% de votre capacité en eau, vous urinez, vous transpirez, vous ne remplacez pas. Jusqu'à 20% de votre quantité d'eau, c'est la mort immédiate. Qui vous a dit ça? Est-ce que quand vous allez à l'hôpital, on calcule, on vérifie votre dose d'eau? Non, on prend tension. Or, la tension est une conséquence d'une mauvaise façon de boire de l'eau. Savez-vous qu'on peut soigner la tension rien qu'en buvant de l'eau chaude régulièrement? Mes amis, venez au palais des congrès et vous allez comprendre beaucoup de choses. En matière de manger, on vous parle de manger des fruits sans jamais vous parler du fait que le fruit vient pour équilibrer quelque chose. Si tu ne manges ni viande, ni poisson, ni ceci, et que tu prends des fruits, seulement des fruits, ton organisme est déséquilibré. Nous allons apprendre à manger. Nous allons apprendre à manger pour être en bonne santé, pour vivre longtemps. Nous allons apprendre pourquoi la retraite, qui amène certains être tordus de côté, penché, courbé et anormal. La retraite, c'est l'occasion maintenant de ne plus courir les matins, de ne plus attendre les dimanches pour faire l'amour, de faire l'amour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est ça la retraite. Vous les retraités? Pardon? Vous les épuisez? Non, vous les épuisez, les retraités? C'est le moment de repos pour eux. Quel repos? C'est ça le repos. En fait, je vais vous dire, vous allez constater que lorsque le chef d'État va à la retraite, il meurt vite. Parce qu'il a cessé d'utiliser son cerveau. Quand le cerveau ne travaille plus, il meurt. Quand les organes ne travaillent plus, il meurt. Il y a des chefs d'État qui sont allés à la retraite et qui vivent encore, qui ont vécu des années après la retraite. Oui, grâce au fait qu'on les a reconduits, redynamisés, remis dans des fonctions. Dites-moi les chefs d'État qui sont totalement isolés, qui sont ignorés, qui sont méprisés et qui sont en bonne santé. Il n'y en a pratiquement pas. Il est important qu'on comprenne que tant que la personne n'est pas... Je vais vous donner un exemple très simple. J'étais sur une radio et dans le journal parlé, avant que je n'intervienne, on annonce la mort d'un monsieur. Un monsieur qui travaille pour l'Organisation internationale de la francophonie. Et à la fin du journal, on me donne la parole et je leur dis, c'est pas vrai, il ne peut pas mourir.
On me dit, coach, nous venons d'avoir l'information. Le général Tan, j'ai dit, il ne peut pas mourir. Ils disent pourquoi? Je dis, parce qu'il est heureux, en fonction, en activité. Il ne peut pas mourir. Alors, j'ai discuté, vous savez, le journaliste a tenu son information. Je suis rentré à la maison et le soir, ils m'ont appelé. Coach, vous avez raison. Il y a une erreur sur le nom. Comme 2 généraux portent le même nom, on s'est trompé de personne. Alors, venez demain nous expliquer pourquoi il ne peut pas mourir. Et je le répète, il est en action, il est heureux, il est épanoui, il ne peut pas mourir. C'est très important. Alors, nous devons apprendre à être dans l'action, à être heureux, à être épanoui, à être content. Je vais donner un autre exemple, parce que les exemples permettent aux gens de comprendre que c'est pas... C'est la pédagogie, pas l'exemple. Voilà, que c'est pas mon point de vue. Voilà une dame, 3 médecins, un en France, un en Belgique, un en Espagne, disent à cette dame qu'elle a un cancer phase terminale et qu'elle a 3 mois pour vivre, qu'au bout de 3 mois, elle va mourir. Cette dame leur répond, je n'ai rien fait à Dieu pour ne pas voir le mariage de ma seule fille. Elle a répété ça tout le temps. Ils ont dit 3 mois. Sa fille s'est mariée, elle avait 70 ans. 18 ans après, sa fille s'est mariée. Et 4 ans après, elle est morte. Si elle m'avait vu, je lui aurais dit de dire, je n'ai rien fait à Dieu pour ne pas voir mes petits-enfants. Quand les petits-enfants seront là, elle devait dire, je n'ai rien fait à Dieu pour ne pas voir le mariage de mes petits-enfants. Quand les petits-enfants vont se marier, je n'ai rien fait à Dieu pour ne pas voir mes arrière-petits-enfants. C'est très important. La dynamique mentale, elle est très importante. Au palais des congrès, nous allons apprendre aux gens à déprogrammer la maladie pour programmer la santé. Vous attendez combien de personnes à peu près? Bon, nous avions prévu 1200 places, comme la salle compte 1200 places, mais mes collaborateurs ainsi que les amis du palais ont compris qu'il y aura plus de 1200 personnes. Nous avons donc prolongé dehors pour mettre des chaises, pour mettre la sono, pour faire en sorte que oui, autant de personnes qui veulent puissent être au palais des congrès pour apprendre à vivre, à bien vivre, à vivre heureux et pour longtemps. Oui, mais pourquoi c'est gratuit, coach? Parce que c'est aussi l'autre pan de la question. Vous faites ça gratuitement. Pourquoi? Qui finance votre convention? C'est ça que j'expliquais tout à l'heure. Les collaborateurs et moi, nous avons compris que si nous finançons ça et que chaque pas le dimanche dans son église, le vendredi dans sa mosquée, crier, oh, gloire à Dieu, j'ai la santé, gloire à Dieu, tension est partie, gloire à Dieu, diabète est parti. Quelle est la réaction tout de suite de Dieu pour ne devoir à personne? Il faut que je rembourse tous ceux qui ont payé afin qu'ils ne disent pas que c'est grâce à eux, afin que ce soit grâce à Dieu seulement. La générosité ouvre des portes. Nous ne pouvons pas donner aux gens et ne pas recevoir. L'action entraîne réaction. Il n'y a pas de cause sans effet. Donc, nous offrons cette possibilité à la population, à la nation béninoise de découvrir la santé. Mais derrière, il y aura énormément de bénédictions. Je vous donne un exemple très simple. J'ai été voir une personnalité dans ce pays qu'on a annoncé qu'il va mourir dans 10 jours. J'ai passé tout le temps à l'insulter et je lui ai donné quelques outils. Je suis parti. 10 jours après, il m'appelle. Il me dit, coach, je suis guéri. Le docteur dit que je ne suis plus malade. Je dis, gloire à Dieu. Il dit, je vous envoie un monsieur qui me vend des voitures. Il vient avec 2 voitures. Vous choisissez l'une des voitures, elle est à vous. C'est une voiture de 16 millions. Alors dites-moi, est-ce que je fais mal d'offrir à toute la nation béninoise gratuitement une convention qui va leur permettre d'être en bonne santé et de se rappeler de moi qui dans les prières, qui dans les dons, qui dans quoi, qui va me donner quoi. Donc chacun va donner ce qu'il veut donner, mais d'abord on veut lui donner ce que nous avons de coaching. Vous attendez quel profil de personnes, quelle tranche d'âge, quel secteur d'activité? Est-ce que tout le monde peut avoir accès à votre convention le 27 mars? En fait, tout le monde. Nous attendons d'abord ces personnes qu'on a dit retraités, vieux, ne pouvant plus, à qui on a déjà diagnostiqué diabète pour certains, tension pour l'autre, ceci pour l'autre, cancer pour l'autre. C'est ceux-là nous attendons d'abord. Ensuite, nous attendons ceux qui vont bientôt aller à la retraite, pour les préparer à la retraite. Nous attendons les jeunes couples pour les aider à bien vivre en couple, parce que l'OMS définit la santé comme un état de bien-être social aussi. Donc, si vous n'êtes pas bien dans votre couple, vous n'êtes pas en bonne santé. Donc, nous attendons les couples pour leur apprendre à bien vivre en couple. Nous attendons des jeunes qui ont envie de connaître, parce que beaucoup de jeunes n'ont pas envie de connaître. Mais ceux qui veulent connaître, donc à venir. Bref, tous ceux qui veulent découvrir
cette science qui permet d'avoir la santé, d'avoir le bonheur sans dépenser pour les médicaments passifs, pour les ceci par-là, ceux qui veulent apprendre à boire de l'eau, ceux qui veulent apprendre à manger, ceux qui veulent apprendre la santé, le bonheur, la réussite, il est donc à venir. Nous serons ensemble pour changer les vies et c'est ce que nous voulons faire. Alors, il faut dire que c'est le 25 mars. À quelle heure exactement? 25 mars 2023, le matin de 8h30 à 12h30, nous avons 4 heures le matin. Et comme si ça n'allait pas suffire, puisque à Lomé, nous avons fait 3 jours. Cette fois-ci, nous voulons faire en 1 jour. Donc, le matin, nous aurons 4 heures et le soir, nous aurons 3 heures de 18h à 21h. Donc, 8h30 à 12h30 et le soir, de 18h à 21h. Et je vous garantis que quiconque sera là, vous pourrez regarder comment vous vous sentez après une émission de quelques minutes. Imaginez comment vous allez être après 7 heures avec Coach Pouillon, entouré de ses collaborateurs venus d'un peu partout dans le monde avec le bagage qu'ils ont pour changer des vies. Alors, est-ce que cette convention est différente d'une évangélisation, d'un prêche religieux? On a le sentiment que c'est pour sauver des âmes égarées que vous faites ça. En fait, ce qui est clair, c'est qu'à la fin du 25 mars 2023, personne n'entendra il faut adhérer à une religion. Parce que dans mon organisation, il y a des évangéliques comme moi. Il y a le vice-président mondial qui est catholique, le général Tissou Félix Ressou. Il y a des gens qui sont dans les religions endogènes. Il y a des musulmans. Il y a des gens qui ne croient en rien. Donc, c'est une organisation qui aide chacun à vivre sa foi. Si tu es catholique et tu viens comme ambassadeur du développement ou en suivant ce genre de conférence, tu vas être plus que catholique désormais. Si tu es musulman, tu seras plus que musulman désormais. Si tu es ainsi de suite, ainsi de suite. La dernière fois, nous étions au sommet mondial à Cotonou et une dame du Niger est venue témoigner du fait qu'il croit plus en sa religion musulmane depuis qu'il est coach. Un coaching dirigé par un évangélique et quelqu'un est plus convaincu dans sa foi musulmane. C'est ça le coaching. Coach Armand Patrick Pognon, nous sommes à la fin de notre entretien. Je vous laisse le soin de conclure. En conclusion, je voudrais dire à tous ceux qui nous ont écoutés, si on vous a ennuyé un peu, excusez-nous, on n'avait pas cette intention. On voulait simplement vous amener à comprendre qu'il y a une autre manière de vivre. Je voudrais vous inviter le 25 mars 2023 au Palais des Congrès. Ne soyez pas en retard. Avec Coach Pouillon et ses collaborateurs, on démarre à leur pied. À 8h30, nous allons démarrer. À 12h30 maximum, nous allons arrêter. À 18h, nous allons démarrer. À 21h, nous allons arrêter. Nous allons même voir la possibilité d'arrêter avant. Et quand vous sortez à 12h30, de grâce, allez vous reposer pour réveiller le soir beaucoup plus frais. Car nous avons l'intention, en une seule journée, de changer radicalement le cours de votre vie. On est ensemble le 25 mars 2023. Et si vous avez la possibilité de suivre cette émission et que vous êtes très loin de Cotonou, tapez Coaching TV sur Internet, abonnez-vous. Et dès que la rencontre va commencer, vous recevrez un lien qui va vous permettre de suivre de là où vous êtes. En tout cas, 25 mars 2023, soyez branchés et plus jamais vous ne connaîtrez maladie, problème, sous quelle forme que ce soit. Voilà, c'est très clair. Merci, coach Armand Pognon, pour ces 52 minutes passées à notre compagnie. De toutes les façons, l'équipe de production et de réalisation de cette émission est convaincue et elle sera certainement présente au Palais des Congrès ce 25 mars pour recevoir de vous et de votre équipe tous les enseignements possibles pour réussir sa vie et pour être en bonne santé. Franchement, merci beaucoup. Merci. Merci à vous, chers amis téléspectateurs de EDN Télévision, auditeurs de Diaspora FM. Je vous retrouve dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission. D'ici là, n'oubliez pas, le 27 mars, rendez-vous au Palais des Congrès pour cette convention sur la santé et la réussite de vie. C'est pour vous, c'est pour nous. Agréable dimanche à chacun et à tous et à très bientôt.